Salut tout le monde, Mike ici avec un autre épisode de Axéome, le podcast de Axéo, incubateur et accélérateur de start-up. Salut encore Eric. Bonjour à tous, salut Mike. Bienvenue, on va avoir une bonne discussion aujourd'hui sur un sujet qui est quand même pertinent. C'est par rapport aux tarifs puis au commerce Canada versus USA pour une start-up. Sur ce, on se lance. La première des choses que probablement beaucoup de fondateurs se posent comme question, c'est les tarifs qu'on impose sur le Canada de 25%, est-ce que ça va m'affecter? Puis moi, puis Eric, on va assez rapidement faire la distinction entre les entreprises qui ont un risque d'être affectées versus ceux qui n'ont pas vraiment besoin de s'inquiéter. Donc, c'est bon comme ça, Eric? Ouais, c'est parfait pour moi. On y va Donc, avec ça. lance-toi. Eric, quel type d'entreprise aura plus à se soucier des tarifs selon toi? Ouais, donc en général, puis ça c'est une règle, je te dirais, de vue d'ensemble, ce serait les startups qui sont dans le hardware. Fait que hardware par hardware, on veut dire produits physiques, que ça soit technologique ou biophysique ou pharmaceutique ou autres industries reliées. Tous les produits que tu peux toucher vont avoir un impact. En fait, les tarifs vont avoir un impact sur les startups qui sont dans ces produits-ci. Je pense à certaines startups que je suivais moi-même en tant que père de famille qui font des jouets pour enfants, qui importent des matériaux ou qui vendent aux États-Unis. Ce genre de startup va être affecté. Mais je te laisse enchevelir avec d'autres types de startups que tu as en tête, Mike, que tu suis toi aussi, là. Je vais faire ça, mais juste avant, je pense que c'est bien d'articuler un tarif, comment que ça fonctionne. C'est du côté des États-Unis, si on a un produit qu'on vend à des Américains, on va dire une pièce pour automobile. C'est du côté américain qui vont ajouter une prime de 25%, puis ce montant-là va aller au gouvernement. Ça va être une source de revenus pour eux. Mais ce que ça fait de la perspective du consommateur américain, le produit qui coûtait 100 dollars auparavant coûte maintenant 125. Donc, ça devient un produit un peu moins attrayant pour la personne qui veut l'utiliser dans leur chaîne d'approvisionnement ou pour consommer. Ça peut avoir des effets, des répercussions négatives comme avoir moins de désirabilité avec ce prix-là. De l'autre côté, le gouvernement veut générer d'autres types de... Mais toi, tu parles, choses. Mike, juste m'assurer, tu parles du consommateur, mais en fait, dans les startups aussi, c'est pas juste un produit au consommateur, c'est aussi les matières premières qui vont être affectées. Donc, nous, le Canada, on vend beaucoup du bois aux États-Unis, ce qui veut dire que les États-Unis qui utilisaient le bois canadien pour faire des tables ou pour faire quoi que ce soit comme matériel, incluant les skis, par exemple, s'il y a une compagnie de ski aux États-Unis, va être affecté par les tarifs. En fait, tous les produits bruts vont augmenter de prix au niveau des États-Unis. Et toi, tu mentionnes seulement d'un côté, mais la réponse du Canada, c'est de mettre les tarifs du côté américain vers le Canada aussi. Donc, la même chose se passe de notre côté. Donc, si un produit américain était intéressant en termes de matière brute pour les Canadiens, ils vont augmenter de prix. Je peux penser peut-être à des plastiques ou des bio, dérivés bio qui viennent des États-Unis qui pourraient être affectés si tu es une start-up dans ce domaine-là. C'est ça, des guerres de tarifs, souvent, ça finit que les deux côtés imposent des tarifs, donc ça revient à la même chose, tout est plus cher. Puis oui, effectivement, c'est pas juste les consommateurs, c'est ceux qui utilisent ce que nous, on exporte dans leur chaîne d'approvisionnement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça rend toute leur production plus élevée. Ceci dit, ta question était quelles entreprises n'ont pas vraiment besoin de soucier? Donc, toi, tu as dit le hardware, tout ce qui est comme produit physique. On a besoin de se soucier. En fait, la question était qui va être affecté. C'est ça. Les Puis, startups en hardware vont être affectées 100%, ben à 25%. puis, Et les softwares, vas-y, je te ben, laisse c'est ça, enchaîner. je vais dire cette portion-là, c'est si tu vends un service ou comme surtout un software numérique, comme si ton service est rendu en ligne, tu n'as pas vraiment besoin de te soucier des tarifs parce que ça va pas être appliqué à ces produits-là. Donc, pour nos startups à Axéo, on aide principalement des software as a service, B2B la plupart du temps. Oui, on a des hardware ici et là, mais la vaste majorité, ils n'ont pas besoin de soucier des tarifs. On ne va pas se soucier des tarifs au niveau que ça va affecter le prix de ce qu'ils vendent ou ce qu'ils vont pouvoir remettre comme service dans les mains des clients, des consommateurs américains.
Mais au niveau mouvement culturel, il y a un mouvement qui se passe présentement, là, comme tu es au courant, c'est d'acheter local, d'acheter canadien. Un mouvement que toi-même, tu étais au courant qui se passait en 2020 durant la COVID pour une autre raison, pas une raison des tarifs nécessairement, plus une raison en fait des microbes et du COVID lui-même. Ce mouvement-là est en fait un mouvement qui est apprécié par certaines startups. Puis c'est là où on va ouvrir un peu un débat entre toi et moi, Michael, où ce que moi peut-être je peux représenter Team Canada, Team Québec, et toi tu vas pouvoir prendre Team USA dans la réponse à OK. Donc, est-ce qu'on ferme les portes à nos clients américains ou à des clients potentiels américains, là, si je n'ai pas de marché américain, ou est-ce que je suis propre à moi-même et je me lance dans le mouvement, achetons canadien, achetons local, en tant que start-up SaaS qui est incubé au Québec et au Canada en général. Fait que je trouve la question. Puis ça, c'est une question qui est comme... Tu l'as un peu tourné vers les tarifs, mais je pense que c'est plus large que ça, c'est stratégique. Est-ce qu'on veut viser un marché international dès jour 1, en particulier les États-Unis, ou est-ce qu'on veut lancer une entreprise avec, tu sais, pour les Québécois tout d'abord, pour tester le marché? Ma perspective, puis le côté du débat que je vais prendre, c'est on devrait penser très, très gros et grand depuis jour 1. Moi, je pense que viser le marché américain donne plusieurs bénéfices. Puis je peux parler par expérience personnelle parce que je commercialise une start-up aux États-Unis entièrement. Aucune vente au Canada, 100% aux États-Unis. C'est un marché qui est au minimum 10 fois plus gros. Mais plus que ça, les acheteurs sont prêts à prendre des risques sur des startups. T'sais, on se pose pas autant de questions au niveau c'est quoi, on va faire un test à petite échelle comme on reçoit souvent au Canada. Les budgets sont plus gros. J'ai déjà dit la prise de risque, la rapidité. On trouve ça. Moi, j'ai essayé des deux côtés de la rivière, de la frontière, et c'est le jour et la nuit. Donc, ma perspective, c'est si tu veux développer une startup, dès jour 1, tu dois penser très grand. L'exécution va être plus facile si tu vends aux États-Unis dans certains cas. Il y a plus d'argent, il y a plus d'activités commerciales, prise de risque, puis tout ça. Puis la même chose va pour l'investissement, mais on ne parle pas nécessairement de ça. C'est juste un marché plus développé, plus dynamique. Donc, moi, j'avise à beaucoup de fondateurs ces temps-ci, vas-y aux États-Unis dès jour 1, essaye de te positionner là-dedans, puis, tu sais, shoot for the fences. Ben, j'apprécie ton argument, puis c'est un argument qui est fait depuis tout le temps. En fait, c'est pas un argument nouveau dans le sens que c'est une réalité que les Américains ont une plus grande, je dirais, une plus grande gestion du risque auquel ils adoptent des nouveaux produits, des nouvelles innovations, des nouvelles plateformes. Dans mon cas, ce que je vois à Axéo, ce que je vois des startups qu'on incube québécoises, c'est qu'il y a puis là je vais utiliser un terme anglophone, mais il y a un double down pour le marché local dans la façon qu'il se promouvoit. Et ça donne des réponses positives. Et ça veut dire quoi, ça? C'est un message, encore une fois, aujourd'hui pour les startups qui nous écoutent et les entrepreneurs qui nous écoutent. Ça veut dire que d'indiquer que tu es une plateforme faite au Québec ou au Canada, que quand c'est le marché québécois ou le marché canadien, ouvre des portes. Aujourd'hui, tu reçois une réponse plus positive envers ton produit à cause des tarifs. Là, je dirais à cause des tarifs et à cause de la politique aux États-Unis qui s'impose sur le Canada. Mais quelque chose que tu as mentionné dans une discussion à part hier, est-ce que c'est une trend? Est-ce que c'est un mouvement temporaire? Possiblement, Michael. Possiblement. On l'a vu pendant la COVID. Ça, c'était mon argument principal. C'est qu'on a vu cette histoire jouer la première fois, puis c'était en 2020. Je le sais bien parce que on a essayé avec un groupe de créer une solution pour adresser l'achat local. Puis on a vu que c'était vraiment une tendance causée par des pressions externes. Puis c'était pas comme une tendance séculaire, comme intrinsèque de l'économie du bas vers le haut. C'était plus du haut vers le bas, imposé plus par le gouvernement. Puis regarde, on a vu que toutes les initiatives... Le panier bleu a fait faillite dans cette réalité-là l'année passée ou l'année d'avant. L'initiative du gouvernement québécois a fait faillite. Il y avait des tonnes exact. Au niveau provincial, fédéral, municipal. Puis
L'intention, elle est bonne. L'intention, elle est là. C'est comme encourage l'achat local, oui. Mais au final, dans les marchés, ce qui compte, c'est ce qui détermine ce qui va jouer dans le long terme, c'est des produits de bonne qualité, bon prix. Ouais. C'est ça qui fait la différence pour les consommateurs et les intégrateurs de ces Je vais produits-là. rajouter un autre aspect que tu oublies dans bon qualité, bon prix. Bonne valeur, en fait. Tu es en train de dire bonne valeur en général, puis je suis de ton accord. Par contre, un bon service à la clientèle, et c'est là où le message d'être une plateforme locale peut rentrer en jeu. Je m'explique. Les startups qui ont adopté le slogan « Fait au Québec » ou « Fait au Canada », sont maintenant capables de dire « Je vous réponds en français quand vous avez une question ». Je vous réponds dans votre langue initiale. Ils sont capables de dire je vous réponds dans votre réseau horaire, je vous réponds d'ici la prochaine heure ou les prochaines journées, versus quelqu'un qui est aux États-Unis. Toujours, je parle des États-Unis en général parce que c'est sûr que si on regarde l'Inde ou la Chine, d'autres pays qui ont des compétitions externes, mais ça ne rentre pas dans les tarifs. Donc, juste rentrer par rapport aux États-Unis, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a une plateforme, oui, peut-être peut avoir une meilleure qualité-prix par rapport à une plateforme SaaS, mais est-ce qu'il peut te répondre en français? Pas nécessairement. Dépendant de la grosseur. C'est un bon point. Je veux dire, ça, c'est un différenciateur qui est quand même unique, surtout si on parle du service dans la langue française. Après-vente ouais. C'est ça. Mais au final, je pense que tu es d'accord avec moi que tout considéré, tout compris, c'est vraiment la valeur qui va déterminer comme à long terme quel produit va être acheté, puis le potentiel. Donc, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. Je veux dire, c'est des pensez-y bien. Moi, je pense que les deux stratégies ont des mérites, c'est-à-dire de commencer avec une approche locale, peut-être Québec seulement ou Canada seulement, versus l'Amérique. Puis évidemment, ça dépend beaucoup des réglementations, ça dépend de quel secteur que tu joues dedans. Mais je maintiens, si tu bâtis un B2B SaaS, il y a 10 fois plus de B aux non, États-Unis. C'est vrai, l'opportunité va toujours être plus forte aux États-Unis. Peu importe le mouvement, peu importe les tarifs qui peuvent être imposés ou non. Cela dit, ayant un background en marketing, communication, avant même que je sois dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, je suis de charge de dire, regarde, je vois 3-4 scénarios de startups qu'on incube qui utilisent ce slogan de « Fait au Québec, fait au Canada » et qui se voient les portes ouvertes plus que jamais. Donc, est-ce que c'est l'opportunité de prendre ces 6 prochains mois à 4 ans, dépendant de quand les tarifs se dissipent, et d'utiliser ça comme une campagne marketing pour te pousser et ouvrir des portes et ouvrir un marché canadien qui était un peu plus, je dirais, fracassé ou divisé avec les Américains qui vendaient leur plateforme aux Canadiens sans problème. Indifférent, tu sais. Indifférent, exact. Fait que t'es de mon accord aussi, donc... Ouais. Il y a une opportunité à saisir, puis, tu sais, il y a une couple de startups qu'on accompagne qui viennent en tête, mais ça serait de pousser ça pour les prochains mois, mais base pas toute ta stratégie d'entreprise là-dessus, nécessairement, parce que ça se peut que ça soit juste une tendance. Exact, ça peut être un frein. Ouais. Eric, ça serait un bon moment, puis je pourrais conclure là-dessus. On a parlé avec un fondateur hier. Qui a partagé un peu son expérience. Donc, juste pour contexte, puis je ne vais pas partager son nom ni son entreprise, mais on faisait une séance d'accompagnement à deux, moi et Eric, puis ça faisait comme 4-5 mois là, qu'on le voit tous les mois. Puis, avant les fêtes, il y avait de la misère à avoir de l'attraction au Canada. Il essayait plein de voies. Puis, en revenant des vacances, c'est la première fois qu'on le rencontre, donc, tu sais, début mars. Puis, il dit j'ai commencé des démarches aux États-Unis. J'ai pris contact avec un manufacture. Déjà, je suis en train de parler au CFO. J'ai passé 2 rondes de signature de NDA. Puis, ils sont très intéressés. Puis, ça a l'air très positif. Wow! Puis, ce fondateur-là, ça faisait pas juste 3-4 mois qu'il essayait au Canada là, de faire la même chose. Et c'est dans le hardware, juste pour le positionner, pas sans dire nécessairement l'industrie dans laquelle il est. Ouais. C'est dans du physique, du produit physique. Mais il essayait au Canada, même nous, on a ouvert plein de portes au Canada, puis ça revient au suivant. Je pense que le fondateur nous a un peu résumé ça. Il a dit,
la culture n'est pas aussi favorable au Canada pour faire les affaires. Parce que même avec nos connexions, on a ouvert des portes, il y a des leads qui ont été nulle part. Même si ça a été promu pour aider les fondateurs dans un certain channel, là, il va aux États-Unis, puis dans 2 mois, il est rendu presque comme à une signature finale pour fabriquer et potentiellement commercialiser son produit. Wow! C'est le jour et la nuit. Puis, en tout cas, ça nous a fait réfléchir. Puis c'est un peu la raison pourquoi on a choisi ce sujet-ci pour le podcast. Mais pensez-y bien où vous voulez mettre vos efforts de commercialisation. Il y a des trade-offs sur les 2 côtés, mais pensez-y bien. Puis juste par rapport à cet exemple, puis c'est un excellent exemple, dans le hardware, comment il contourne les tarifs, c'est que s'il produit aux États-Unis et qu'il vend aux États-Unis, les tarifs ne l'affectent pas. Donc, c'est une façon de le contourner techniquement. En tant que tu restes une compagnie canadienne, Oui. mais tu as réussi à trouver un partenaire aux États-Unis qui va manufacturer, produire ta solution ou ton produit, et tu te dis pourquoi est-ce que j'importerais ce produit présentement si c'est pas le marché ou l'environnement le plus ouvert à mon nouveau produit. Might as well, je reste dans l'environnement où je le produis et je me fais pas affecter par les tarifs. En fait, c'est smart. C'est smart et il utilise un peu ce levier comme puis là on va dans un débat politique que tu vas pas, puis là ça peut effroler un peu de gens, mais comme utiliser les États-Unis ou son positionnement comme étant déjà aux États-Unis, comme s'il était dans le 51e État restant au Canada. Bon, pas là. Non, je vais pas aller là, mais en fait c'est bizarre à dire, mais c'est une façon de contourner pour lui et de ramener de l'argent au Canada, peu importe. Pour lui, pour sa business, ça fait totalement du sens. Ça fait du sens. Ouais. Dans tous les cas, la manufacture et la vente. Plus gros marché, exact. Plus facile Donc, ça fait énormément de sens. Écoute, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se passe en ce moment. On vous a montré quelques facettes de cette équation-là. Si vous êtes une business de software, ça va être correct. Si vous avez du hardware, essayez de miser sur la tendance d'achat local puis de vendre au Canada parce que vous allez avoir un boost dans les prochains mois, mais comptez pas là-dessus pour toujours parce qu'on a déjà vu que c'est une tendance qui vient et qui part aussi vite. Puis, est-ce que vous devez comme lancer votre entreprise avec un marché américain en tête ou canadien? Ça dépend. Évidemment, il y a des avantages et inconvénients aux deux. Moi, j'ai tendance à dire, va pour le gros marché, swing for the fences. Puis les Américains sont très faciles à faire affaire avec, par expérience personnelle. Très, 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 très facile. Donc, merci à tous. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, on va faire ça chaque semaine. Puis laissez-nous savoir s'il y a un sujet qu'on devrait couvrir que vous avez en tête. À plus. Merci, Michael. Au revoir. Merci, Eric.